18h19 sur Europe 1. C'était un engagement pris par le président de la République Emmanuel Macron le 4 décembre dernier. Lancer une grande consultation citoyenne sur les discriminations. Le rapport final va être rendu public. Bonsoir Elisabeth Moreno. Bonsoir Thierry Dagiral, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous avez en charge ce dossier du 8 avril au 31 mai, donc plus de 5000 contributions, 45 000 votes, 37 ateliers participatifs, des questions sur 8 thématiques, l'emploi, le logement, la sécurité, l'accès aux services. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport ? Plusieurs choses. D'abord, les 135 000 participants sur une période de 2 mois. Ensuite, une très très forte mobilisation de la jeunesse. On se pose beaucoup de questions sur la volonté de la jeunesse de participer à la vie du pays, à la citoyenneté. Et quand on a une grande majorité de jeunes entre 18 et 29 ans qui participent à cette consultation, on peut se dire que ces sujets les intéressent au plus haut point. Ouais. Ensuite, vous savez, le président de la République a voulu que cette consultation ait lieu parce que jamais dans notre pays, nous n'avions pris la peine d'aller demander à tous les Français, à toutes les Françaises, à toutes les personnes qui habitent dans notre pays, qu'est-ce que vous pensez des dispositifs qui existent pour lutter contre la discrimination? Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions mettre en œuvre de plus que ce qui n'existe déjà? Et est-ce que vous connaissez des bonnes pratiques qui peuvent améliorer la vie de nos concitoyens? Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous répondent à ces questions-là? Eh bien, ce qu'ils nous répondent, c'est qu'il y a effectivement depuis une quinzaine d'années un ressenti d'une augmentation des discriminations. Et il faut reconnaître que ces derniers mois, on a eu plusieurs exemples de personnes qui étaient discriminées. On a vu des sujets remonter comme l'accès à l'emploi, on a vu des sujets comme l'accès au logement, l'accès aux services publics, l'accès à la santé qui sont de plus en plus présents, la sécurité, tout le monde en parle. Il y a énormément de dispositifs qui existent aujourd'hui qui ne sont pas connus. Ouais. Et là, l'objet de cette consultation, c'était aussi de faire connaître à toutes les personnes les dispositifs qui existent. Et aujourd'hui, on a des recours très intéressants. Justement, les lois existent, c'est ce qu'ils disent. Pas besoin d'en créer des nouvelles, mais par contre, il faut aménager ces lois. Absolument. La France est l'un des pays d'Europe qui a le plus large arsenal législatif pour lutter contre les discriminations. Le problème, c'est que la plupart des personnes ne connaissent pas ces lois et quand bien même ils les connaissent, ils ne savent pas comment les activer. Je vous donne un exemple. La plupart des saisies ou des dépôts de plainte en justice, ce sont des dépôts de plainte au pénal. Au pénal, c'est difficile parfois de pouvoir prouver quand vous êtes une femme enceinte et que vous êtes discriminée dans votre emploi parce que vous êtes enceinte, c'est difficile de le prouver. Si vous déposez une plainte au civil, la plainte la charge de la preuve est beaucoup plus allégée et c'est beaucoup plus facile d'aboutir. Donc je pense que au-delà de ce ressenti des discriminations, il faut que les gens connaissent leurs droits, il faut qu'ils puissent les activer et il faut casser ce sentiment d'impunité de la justice ou de l'impunité de ces agressions parce que c'est pas bon pour notre démocratie. Pardonnez-moi, Madame la Ministre. Vous dites il faut yaka. Concrètement, on fait quoi? Non, je ne dis pas il faut yaka parce que nous agissons au-delà de dire il faut yaka. Dans quel sens? Au mois de février 2021, nous avons lancé la première plateforme de lutte contre les discriminations qui a été confiée à une institution totalement indépendante qui est le Défenseur des droits, qui donne accès au 3928 ou sur Internet sur antidiscrimination.fr à toutes les personnes qui se sentent discriminées, parce que parfois vous vous sentez discriminé, mais ça n'est pas le cas. C'est pas parce que vous n'avez pas accès à un emploi que vous êtes discriminé. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un meilleur candidat. Vous pensez vraiment qu'un numéro de téléphone va changer les choses? Je pense vraiment. J'ai l'impression maintenant qu'on crée un numéro de téléphone dès qu'il y a un problème sur la table, mais on ne règle pas à la racine les problèmes. Pardon, lorsque vous vous sentez discriminé, ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui vous écoute, qui vous explique ce qu'est la loi, qui vous aide à trouver des solutions, qui vous met en relation avec un avocat lorsque c'est nécessaire, qui vous met en relation avec une association lorsque c'est nécessaire. On n'a pas besoin d'un numéro vert, c'est pas le numéro vert qui est important. Ce qui est important, c'est l'oreille attentive qu'on vous prête pour que vous ne vous sentiez pas seul avec cette discrimination. Donc voilà, cette plateforme, c'est la première fois qu'une plateforme telle que celle-ci existe. Ensuite, le lancement de cette consultation est la deuxième action concrète que nous avons lancée. Et maintenant que nous avons tous ces dispositifs, 5000 propositions nous ont été remontées, plus de 5000 propositions. Nous allons maintenant les étudier. Je vais travailler avec Jean-Michel Blanquer, avec Olivier Véran, avec Emmanuel Vargon. 5000 propositions pour pas grand-chose finalement en bout de course. Et
Pourquoi vous dites que ça n'est pas grand-chose? Vous n'avez pas encore vu le résultat, que déjà, vous partez du principe que ça ne donnera pas grand-chose. Entre la demande citoyenne, le débat citoyen et la réalité, parfois, eh bien... Mais vous ne pouvez pas dire ça, puisque, un, cette consultation n'avait jamais eu lieu. Deux, nous avons déjà commencé à mettre des actions en place. Trois, nous sommes en train de travailler avec la DILCRA sur un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Quatre, le Premier ministre va certainement prendre connaissance de ce rapport et nous accompagner pour mettre en place des dispositifs, si tant est que ceux qui existent ne sont pas suffisants. Donc non, je ne peux pas vous laisser dire que rien ne va se passer. Elisabeth Moreno, question politique, la réforme des retraites, serpent de mer de ce quinquennat revient sur la table. Un point qui vous concerne, bien sûr, les femmes perçoivent en moyenne près de 38% de pension en moins par rapport aux hommes. C'est ce que dit la direction de la recherche, des études et des statistiques. S'il y a une réforme d'ici la fin du quinquennat, elle ne sera qu'un allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Est-ce qu'on peut dire que les femmes seront donc les plus pénalisées finalement? Du début de leur vie jusqu'à la fin, les femmes sont pénalisées. C'est aussi simple. Les violences sexistes et sexuelles se font à tous les âges. On a vu les drames de l'inceste qui ont été dénoncés il y a quelque temps, et je salue la loi qu'Adrien Taquet et le garde des Sceaux ont fait voter pour protéger les mineurs et faire en sorte que jamais on ne parle de consentement pour un mineur qui est victime d'inceste. C'est la question terrible. concerne les retraites, madame. Alors, sur les retraites, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut protéger nos jeunes, faire en sorte qu'ils aient un avenir plus brillant que celui qui est né aujourd'hui, sans penser à rallonger l'âge de la retraite. Mais sur la question des femmes, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas tolérer non plus que les femmes dans notre pays, alors même qu'elles travaillent, qu'elles contribuent à l'économie de notre pays, qu'elles perçoivent moins de pensions de retraite que les hommes. Et donc moi, je me réjouis que cette réforme soit en route, et je me réjouis que les femmes y trouvent leur compte. Parfait. Pas plus. Pas plus. Dernière question, le variant Delta menace l'été. On le sait, hein, c'est ce que répète le gouvernement, l'exécutif, c'est la vaccination. Les doses sont là, le vaccin est disponible, gratuit. Pourquoi ne pas inciter plus fortement les Français à se faire vacciner? Parce que moi, j'ai toujours cru dans le bon sens des Français, parce que nous avons demandé beaucoup de sacrifices aux Français et je veux les remercier de les avoir faits, parce que jusqu'ici, nous avons protégé nos seniors, que je suis... triste de voir que nous devons envisager de vacciner des enfants parce que les adultes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. La meilleure manière de lutter contre le Delta, la meilleure manière de lutter contre ce virus... Pourquoi vous ne rendez pas alors ce vaccin obligatoire? Parce que je pense que nous avons envie de faire confiance à l'intelligence des Français. Pourquoi vous hésitez? Est-ce que ma réponse vous semble hésitante? Je n'hésite pas. Mais on voit bien que ça ne marche pas. La réalité des faits est là, les chiffres sont là. Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, si définitivement les personnes refusent de se vacciner et qu'il s'agit de protéger la totalité de nos concitoyens dans notre pays, y compris les enfants, eh bien peut-être qu'il faudra envisager effectivement de le rendre obligatoire. Mais s'il y a urgence, et visiblement il y a urgence pour l'exécutif, pourquoi dans ces cas-là je laisserai les personnes en charge de ce sujet y répondre. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. Merci à vous. Merci madame. Merci de votre invitation. Europe 1, Thierry Dagiral.